Bon, le mot sleeve, ça vient de la langue anglaise, ça veut dire manchon. On coupe l'estomac, ici on a l'œsophage, ça c'est la limite entre l'abdomen et le thorax, et ici on commence à voir l'estomac. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'intervention? On va libérer tout l'estomac, et après, avec un instrument spécial, avec une agrafeuse, on coupe, il y a ici des agrafes, on coupe. Donc cette partie, elle va partir. Environ 4/5, 3/4 de l'estomac, ils vont partir. Il faut savoir qu'au début, la capacité gastrique, c'était 500 ml et après, ça reste autour de 100 ml. Il y a un tube de calibration qu'on fait la chirurgie. Il y a ces agrafes. Donc, l'estomac qui avant, c'était comme un réservoir, maintenant va devenir comme un tube. Je préfère toujours avoir en consultation un petit stylo avec moi et montrer au patient que votre estomac va être de cette forme-ci. Bon, ça c'est une question très importante et ça dépend un peu de chaque centre de chirurgie bariatrique. Moi, dans notre optique, dans le CCO maintenant, c'est que c'est un peu le choix du patient qui va choisir pour l'intervention. Bien sûr, nous, en tant que chirurgien, on doit, et c'est le but de ces vidéos aussi, de vous donner toutes les informations possibles pour sleeve, anneau, bypass. Et on fait le bilan, on va faire l'endoscopie, on fait tout le bilan qui retrouve des indications, contre-indications à un certain geste. Et après, ça doit être le choix du patient parce que c'est le patient qui peut vraiment, je ne sais pas, dans 6 mois, il va déménager sur Paris, il va partir avec son opération. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie fonctionnelle qui s'adresse à la qualité de vie du patient. Donc, ça doit être un peu la décision du patient s'il n'y a bien sûr pas de contre-indications pour réaliser certains gestes. La sleeve, elle est devenue de première intention, c'est l'intervention qui est la plus fréquente en France, mais qui est la plus fréquente aussi aux États-Unis à partir de 2013. En France, c'était devenu en 2011 l'intervention la plus fréquente. Les avantages de la sleeve, c'est par rapport à l'anneau, c'est un peu une qualité de vie mieux, avec moins de vomissements. Par rapport au bypass, il y a moins de complications à long terme, moins besoin de prendre des vitamines. C'est pour ça que, en effet, c'est les patients qui ont arrivé à faire ces statistiques. C'est le choix de patient qui est plus pour le sleeve. Pour moi, la sleeve, c'est de première indication pour la majorité des patients. Bien sûr, quand on parle d'un reflux important, on doit commencer à réfléchir pour un bypass. Quand on parle des patients jeunes, on peut discuter aussi pour un anneau. Ça dépend aussi s'il y a une présence d'un syndrome métabolique assez important pour le patient. Et bien sûr, un autre critère, c'est l'âge du patient. Quand on parle des patients jeunes, il faut voir que ce problème du poids, ce problème d'obésité, c'est un problème chronique. C'est comme l'hypertension, c'est comme le diabète. On a maintenant un outil thérapeutique. D'ici dans 10-15 ans, peut-être on sera obligé à utiliser une autre intervention, un autre médicament. Donc, il faut laisser les choix. Si on va attaquer avec un bypass à 18 ans, le patient il peut reprendre après la grossesse, à 30 ans, il va reprendre du poids. Ça va être un peu plus difficile à faire à aborder des autres choix thérapeutiques. Par contre, si on est devant un patient de, je ne sais pas, 50, 60 ans avec beaucoup de comorbidités, à ce moment, et de reflux, à ce moment, c'est sûr qu'on peut aller plus vers le bypass. Mais ça, encore une fois, c'est une décision que le patient doit prendre. À la fin, c'est la décision du patient. Nous, en tant que chirurgien, on est obligé de vous donner toutes les explications, savoir tout et en fonction du bilan, décider le mieux pour vous. Les complications de la sleeve, comme je vous ai montré, on coupe l'estomac. Avec les agrafes, ici il y a des vaisseaux aussi. Les agrafes vont fermer ces vaisseaux. Nous, pendant l'opération, on fait des gestes d'hémostase. Le problème est que parfois, en post-opératoire immédiat, dans les premières 24-48 heures, on peut avoir des hémorragies. C'est une complication qui est embêtante, qui souvent nous amène de prendre de nouveau le patient au bloc opératoire pour évacuer. On fait un hématome, on va évacuer cet hématome, on fait l'hémostase
on va coaguler le vaisseau qui saigne. Parfois, le vaisseau il s'est arrêté tout seul, mais on va évacuer l'hématome pour avoir des suites un peu plus simples. Ça, c'est une complication, l'hémorragie, c'est la complication la plus immédiate après l'opération. La deuxième complication qui est un peu plus embêtante, c'est la fistule. Je vais le dessiner ici. C'est cette fistule qui va venir un peu plus tard. Ça veut dire fistule. Qu'est-ce que ça veut dire fistule? C'est une fuite. Il y a un défaut de cicatrisation au niveau de la ligne d'agrafage. Et quand on va commencer à manger, il y a une petite partie des aliments qui vont passer dans la cavité abdominale et qui, bien sûr, ça va créer un abcès. Cet abcès, je vais parler un peu déjà de traitement de cet abcès. De nouveau, on reprend le patient. C'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic rapide. Qu'on reprend le patient, que l'abcès, on va l'évacuer. Et par voie endoscopique, parfois, on est obligé de faire des traitements endoscopiques, soit mettre une prothèse, soit mettre ce qu'on appelle une queue de cochon pour aider la cicatrisation de cet abcès. Maintenant, comme on a un recul de plus de déjà 2004-2005, quand le sleeve est la première fois en France, on a un recul depuis de 12 ans. On sait bien qu'est-ce qu'il faut faire. Avant, on était un peu plus embêté par rapport à ces complications. Et on sait d'un côté, on sait mieux comment il faut le prévenir, on sait comment faire le diagnostic plus précoce et comment le traiter. Surtout, donc, c'est une complication qui est un peu moins embêtante qu'avant, qu'on sait les gérer. Quels sont les signes qui vont nous avertir de ces complications? J'essaie toujours d'expliquer aux patients à la sortie. Je fais même des petits tests avec les patients. Les 3 signes qui sont très importants pour le patient à savoir, c'est douleur abdominale. D'habitude, de plus souvent, ça arrive du côté gauche. Il ne faut pas jamais négliger douleur de l'épaule gauche. Donc, douleur abdominale gauche, épaule gauche. Deuxième, fièvre. Bien sûr, il y a l'abcès, il y a une infection, donc on va avoir de la fièvre. Et vomissement à répétition. Pourquoi vomissement à répétition? Parfois, on peut avoir des vomissements. Et ces vomissements, malheureusement, ça arrive souvent quand on reprend une alimentation plus normale qu'avec le nouveau estomac, on ne va pas sentir quand il faut s'arrêter. Donc, on va prendre une cuillère de plus. On a un épisode de vomissement. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas souhaitable parce que vous imaginez, physiquement, on a un tube qui a des agrafes. Quand on va vomir, ça va poser de la tension sur ces agrafes et physique, ça va lâcher là où il y a le point le plus faible au niveau des agrafes. Donc, c'est pour ça que le patient il part de l'hôpital avec ces 3 signes. Douleur abdominale gauche, épaule gauche, fièvre ou vomissement à répétition. Il y a un numéro, maintenant CCO, il est disponible 24 sur 24 heures. Urgence, il est ouvert toute l'année, donc on est disponible. Très important pour toutes ces complications, c'est qu'il faut les prendre en charge rapidement et pas traîner dans des autres cliniques ou dans des autres hôpitaux pour avoir le diagnostic le plus rapidement possible. On dit que le plus souvent pour l'hémorragie, on a les premières 24-48 heures. Pour la fistule, pour la fuite, on va dire c'est 3-4 semaines. Déjà, vous venez en consultation à 4 semaines de cicatrisation. De façon exceptionnellement, on peut le trouver après 5-6 semaines. Mais vraiment de façon exceptionnelle. Quel changement doit-on faire? Moi, je dis, de toute façon, avant la chirurgie, vous allez voir une diététicienne qui va vous expliquer un peu en détail. Moi, je préfère passer des messages très simples parce que ce sont les messages qui passent le plus simple. C'est alimentation, on va dire alimentation bébé pendant 1 an. Ça veut dire quoi alimentation bébé? Je vais insister un peu sur le comportement alimentaire. Il faut vraiment que même si vous allez manger un quart de ce que vous mangez avant, parce qu'on a coupé l'estomac, il faut que vous preniez 3 fois plus de temps pour manger. C'est bizarre, hein? Vous mangez qu'un quart et vous allez prendre 3 fois plus de temps. Mais c'est comme ça qu'on fait aussi pour un petit bébé. Hein. Quand on est avec un petit bébé, on a le petit pot qu'on va le passer pendant 1 heure. On passe une cuillère, on laisse la cuillère, 10 secondes, 15 secondes, on prend de nouveau la cuillère, on se prépare pour un nouveau départ. Donc vraiment des petites quantités. En post-opératoire, on discute beaucoup de plusieurs collations et petites quantités.
C'est un peu l'avantage, c'est la raison pour laquelle la sleeve elle est devenue l'intervention la plus courante en France, c'est que vraiment on peut manger de tout. Après, bien sûr, il faut faire changer un peu l'hygiène alimentaire, il faut faire attention à certains excès alimentaires, mais l'avantage que votre assiette maintenant elle va être coupée en quatre et vous allez prendre un quart, mais c'est un quart équilibré, ça va être vous mangez du tout, mais beaucoup moins en quantité. Quand on parlait de l'anneau, quand on voit l'histoire de l'anneau et qu'on voit des patients qui ont eu des anneaux gastriques, c'est assez fréquent les vomissements malheureusement parce qu'il faut savoir que pour chaque épisode de vomissement, on met de la pression sur l'esophage et ces pressions, ça ne va pas être de bon, l'esophage ne va pas le bien sentir et avec le temps, il va se dilater. Et ces dilatations, ce n'est pas très souhaitable, il y a plus de reflux. Avec la sleeve, si le patient comprend bien qu'il faut prendre 30 minutes de manger, qu'il ne faut pas boire pendant le repas, les règles à respecter, normalement ça ne doit pas avoir de vomissements. Et quand on voit des patients qui sont opérés à 1 an ou 1 an et demi, ils nous disent qu'ils ont eu 3, 4, 5 épisodes vraiment très rares. Mais qu'encore une fois, si on peut l'éviter, c'est encore mieux. Mais par rapport à l'anneau, il y a beaucoup moins des épisodes de vomissement. Moi, je ne dirais pas que c'est une complication, c'est quelque chose que le patient doit être au courant. Il doit être au courant qu'après la chirurgie, il y aura des changements de goût alimentaire. On ne peut pas trop l'expliquer du point de vue scientifique. Il y a des aliments qu'avant l'opération on aimait, qu'après l'opération on n'aime plus du tout. Et à l'inverse, il y a des aliments qu'avant on n'aimait pas du tout et maintenant on a envie. Donc ce n'est pas une complication, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être étonné le patient. On doit être au courant de ça. Il y a des carences post-opératoires qui sont assez fréquentes parce qu'il y a beaucoup de patients parmi nous qui n'ont pas de bilan avant l'opération. Donc on a même des carences, moi je me rappelle à Strasbourg, on avait un certain moment pour des patients qui avaient des bypass, on faisait couramment des bilans préopératoires, on avait jusqu'à 60% de carences de vitamine D. C'est sûr que ces patients ils vont avoir des carences en post-opératoire aussi. Donc, mais pour la sleeve, un peu l'avantage, c'est que ces carences, ils vont venir pendant la première année après l'opération. On fait 2-3 bilans par an pendant la première année de suivi. Et en fonction de ces bilans, bien sûr, on va corriger certaines carences. Pendant ce temps, le patient doit prendre couramment les vitamines. Au bout d'1 an en post-opératoire, si le bilan il est correct et il n'y a pas vraiment besoin de continuer avec des vitamines, comme c'est le cas pour le bypass. C'est une question très, très délicate. Quand on regarde les articles, quand on regarde des expériences des milliers de patients, on peut dire que c'est quelque part à 60-70% d'excès de perte d'excès pondéral à 5 ans, à 8 ans après la sleeve. On a récemment des données à 8 ans. Pour le bypass, comme c'est une intervention un peu plus ancienne, c'est un peu plus supérieur. Mais ça, c'est que la statistique. Moi, je préfère dire aux patients, même quand on parle de risque de la fistule, c'est 1%, même peut-être inférieur à 1% maintenant. Mais ça, c'est statistique. Vous n'êtes pas 100 patients, vous êtes un seul patient. Moi, je vous donne des données sur milliers de patients. Vous êtes un seul patient. Donc, pour chaque patient, il faut savoir que c'est l'organisme un peu qui va trouver son équilibre. Cet équilibre, c'est en général à 12-18 mois après l'opération qu'on trouve l'équilibre. Cet équilibre, bien sûr, il est dicté aussi par le comportement du patient. Il y a des patients qui perdent plus de 100% de leur excès pondéral. Il y a des patients qui perdent un peu moins. Mais de plus en plus en chirurgie bariatrique, je pense qu'on est un peu en erreur qu'on se concentre vraiment beaucoup sur la perte pondérale. Bon, c'est sûr que pour ça qu'on fait la chirurgie, mais il faut qu'on réfléchisse de plus en plus à la qualité de vie.
Ce n'est pas forcément qu'on a perdu, il y a des patients qui ont perdu 150% de leur excès pondéral, mais qui ne sont pas contents. Il y a des patients qui ont perdu que 60% de leur excès pondéral et qui sont très contents. Donc, c'est une chirurgie fonctionnelle, c'est une chirurgie qui va améliorer la qualité de vie. Après, pour le poids, il y a souvent que des patients qui se prennent 62,5 kg. Je dois atteindre ce chiffre-là. Moi, je dis toujours qu'il faut se donner plutôt un intervalle qui dépend bien sûr de votre taille, mais quand vous sortez de cet intervalle, il faut prendre un carton jaune, vous venez voir le chirurgien et si on sort encore plus, on peut aller jusqu'au rouge. C'est très important. Hein. Pendant la première année, le patient il va perdre du poids. Bon, cette perte de pondéral, ça dépend aussi de l'activité physique. Quand il peut commencer l'activité physique, ça dépend. Moi, je conseille que la marche, courir, faire de la natation, ça va être très rapidement après la chirurgie. 2-3 semaines, on peut commencer déjà à faire tout ça. On a déjà une consultation avec le chirurgien à 3 semaines qui va vous donner l'accord pour un mois pour faire d'activités un peu plus importantes. Ça dépend pour laisser le temps de se cicatriser au niveau de paroi abdominale. C'est rien à voir avec la fistule. Mais l'activité sportive, c'est très important de le reprendre assez rapidement pour vraiment créer une habitude pour avoir de bons résultats à très long terme. Et moi, je conseille toujours aux patients d'avoir 2 activités physiques, au moins 2 activités physiques. Par exemple, on fait natation et vélo. Si vélo, on a un accident de vélo, on n'a plus de vélo pendant 3 mois, il ne faut pas que le patient ne fait plus du sport pendant ces 3 mois. Donc, une alternance qui va être aussi favorable pour le plaisir du patient. Quand le patient trouve faire l'activité physique dans 2-3 activités, il peut les alterner et c'est beaucoup plus agréable pour le patient et c'est sûr qu'il va le faire à long terme et qu'il va avoir de bons résultats à très long terme parce que, encore une fois, l'activité physique, moi je le considère que c'est plus important pour les résultats à 5 à 10 ans que pour les résultats à 1 an. Non, ce n'est pas une obligation, d'autant plus que maintenant, avec Bernard, on a cet outil magnifique de la gaine abdominale qui c'est souvent, de plus en plus souvent que les patients ils ont plus besoin de faire cette chirurgie réparatrice. Quand on peut le faire, il faut savoir que cette chirurgie réparatrice on fait aussi du point de vue esthétique. Donc il faut perdre le maximum de poids. Donc comme je vous disais, 12-18 mois, l'organisme commence à retrouver son équilibre. À ce moment, vraiment, il faut qu'on a perdu assez satisfaisant du point de vue de la perte pondérale. Et il faut avoir 3 mois de poids stable, qu'il n'y a pas de variation, que les résultats sont très satisfaisants pour la chirurgie réparatrice. Mais c'est comme je vous disais, c'est un peu à 12-18 mois que l'organisme trouve son propre équilibre. Et après, bien sûr, je dis toujours que la chirurgie, c'est quand on a des problèmes de poids, on est comme dans une prison. La chirurgie ouvre les portes de cette prison, on sort de cette prison. Il y a les bons résultats de la chirurgie. Après, c'est le patient aussi qui doit participer à tout ça. Et c'est le moment que le patient devient plus important que la chirurgie et il doit faire son travail. Après toutes les interventions, toutes les procédures de chirurgie bariatrique, on peut reprendre du poids. Et ça, je vais me parler de l'expérience d'un de mes anciens maîtres qui a fait plus de 10 000 bypass et qui, sur les 10 000 bypass, l'expérience est que, et ça c'est également vrai pour la sleeve, pour l'anneau, qu'il y a plusieurs facteurs. On a parlé un peu de l'activité physique, l'absence de l'activité physique. C'est un des facteurs, mais bon, pas le plus important. Le plus important, ce sont 2 facteurs. C'est le sucre. Et lui, il avait l'habitude de dire no sugar pour les patients, donc pas de sucre du tout. Moi, je peux pas dire que si on dit pas de sucre, c'est sûr que le patient il va arriver 6 mois, 1 an sans sucre, mais à un certain moment, on va avoir un déclic et on ne peut pas respecter ça à vie. Moi, je dis autre chose, je dis qu'il faut le faire avec équilibre. Quand on prend des demi-gâteaux à l'anniversaire de notre fils ou des
des occasions comme ça, on peut. Donc ça, c'est l'alimentation sucrée. Deuxième, c'est l'alcool. L'alcool, pourquoi? Parce que même dans le sleeve, après mon collègue va vous parler pour le bypass, l'alcool, il est liquide. Donc l'alcool, il va passer. Il contient beaucoup de calories, donc il va s'absorber. Et le risque, c'est qu'à un certain moment, si on ne fait pas d'attention, on trouve des occasions tous les jours, toutes les semaines, plusieurs occasions, c'est sûr que ces calories, ils vont être dépositées quelque part dans notre organisme. Donc, l'alimentation sucrée, avec le déséquilibre alimentaire, l'alcool, le manque d'activité physique, c'est sûr que c'est parmi les trois facteurs importants. Aussi, il y a le suivi, parce qu'on peut reprendre 2 poids. Ça, c'est reprise de poids, c'est quelque chose de très délicat, même dans la littérature. Si on est sorti de cet intervalle, comme je vous ai parlé, de 5, on prend le carton jaune. Déjà qu'on a pris le carton jaune, on doit avoir chirurgien, diététicien, qu'on fait le poids et qu'on retrouve un peu l'équilibre. On parle beaucoup de dilatation de l'estomac. Il faut savoir que ça, c'est une autre consigne que j'essaie de donner à tous les patients, que votre petite assiette, ça doit rester votre assiette à vie. Vous allez voir qu'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après la chirurgie, vous pouvez manger un peu plus. L'estomac, il n'est pas solide, il est quelque chose qui est comme la peau, donc c'est musculaire, il va se dilater si on lui donne plus. Par contre, si on a toujours notre assiette, physiquement, il n'y a pas de raison pour le dilater. Après, il faut savoir que ce n'est pas que la dilatation pour la reprise de poids. Il y a des patients, on a vu des patients avec de très bons résultats et avec l'estomac qui était légèrement dilaté. Ce n'était pas que la dilatation. On peut avoir des patients qui boivent de l'alcool de façon assez importante, sans dilatation, l'alcool il passe et il y a une reprise de poids. Donc ce n'est pas forcément que c'est dilaté qu'il y a une reprise de poids. La dilatation, c'est important quand on décide pour une autre intervention, chirurgie révisionnelle après la sleeve. Mais le gazo, c'est un peu la même chose, hein, parce que le gazo, ça va mettre un peu l'attention sur le petit estomac. Vous regardez dans le dessin, si ça ne met pas l'attention, ça va favoriser le reflux. Donc il y a 2 cas de figure. Soit il met l'attention et avec le temps, il va se dilater, soit il n'y a pas un bon sphincter au niveau de la jonction œsogastrique, à ce moment, il n'y aura plus de reflux. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas vraiment conseillé de boire de gazeuse. C'est sûr, il y a l'occasion, un petit verre de champagne, c'est autre chose. Là, encore une fois, moi, j'aime le concept que la chirurgie bariatrique ne doit pas créer de la frustration pour le patient. On doit faire tout avec mesure. Assez fréquent. C'est assez fréquent. C'est vrai que pour le bypass, peut-être c'est un peu plus fréquent, mais pour le sleeve et même sur notre groupe Facebook Asso Adovar, il y a souvent ces discussions de la constipation. Moi, je préfère aussi, il y a toujours, on peut traiter l'effet, la constipation, mais je préfère toujours de voir où il y a la cause. Comment on peut prévenir ces constipations et qu'est-ce que ça arrive le plus souvent, surtout maintenant que ça va venir l'été. Le patient, comme la capacité de l'estomac, il passe de 100 à 100 ml, il va boire beaucoup moins en quantité. Donc on doit jouer beaucoup sur la fréquence qu'on boit. On doit avoir toujours une petite bouteille avec nous. On boit des petites quantités, mais assez souvent. L'organisme, quand il devient déshydraté, c'est sûr qu'il va essayer de récupérer l'eau d'où il peut, donc bien sûr des sels. Donc les sels vont devenir plus durs et on a la constipation. Bon, c'est le signe qui est plus embêtant pour le patient, c'est constipation, parce que ça donne des ballonnements. Je ne vous explique pas des choses que vous avez probablement connues. Mais moi, du point de vue médical, je suis plus embêté quand l'organisme est déshydraté pour autre chose, ça veut dire les phlébites. Le sang il devient beaucoup plus épais, on peut avoir phlébite au niveau abdominal et au niveau périphérique, au niveau des jambes. Donc, essayez d'avoir toujours une bouteille avec vous et boire assez régulièrement qu'à la fin de la journée, surtout en période post-opératoire immédiate, qu'on arrive à 1 litre, 1 litre et demi. Pour la grossesse, il n'y a pas de risque
pendant la première année, c'est l'année qu'on perd le plus de poids, c'est l'année qu'on peut avoir plus de carences, donc c'est souhaitable de ne pas tomber enceinte pendant cette période. C'est vrai que la sleeve, c'est une intervention qui est moins compliquée, on ne touche pas les intestins, je ne l'ai même pas dessiné, donc il y a moins de risques d'avoir des hernies internes. Pour la grossesse, il y a moins de problèmes si on le préconise 2 ans, 1 an ou 2 ans après la sleeve, une fois qu'on a perdu du poids. Cette perte pondérale favorise aussi un accouchement plus facile et aussi il augmente le risque, les chances de tomber enceinte. Donc, pas de risque pendant première année, pas de grossesse pendant la première année. Il y a les carences vitaminiques, il faut faire attention à ça. Même pendant la deuxième année, quand on tombe enceinte, il faut avoir un suivi un peu plus fréquent avec le chirurgien et avoir un peu plus de prise de sang pour vérifier ces carences vitaminiques. Mais au niveau technique, il n'y a pas de contre-indications. Et les complications pendant la grossesse avec un patient d'une sleeve et un bypass, il y a encore une fois un peu plus d'avantages pour la sleeve. Non, il y a, c'est comme l'activité physique, hein, quand on fait d'efforts, surtout que quand on tombe enceinte, ça veut dire qu'on a déjà 1 an après la chirurgie, mais c'est comme l'exercice physique que je vous ai parlé, il n'y a pas de risque pour que ça arrive à l'intérieur, c'est plus pour la paroi abdominale, donc non, 0 risque. C'est un peu pour ça qu'elle est devenue l'intervention magnifique, mais il y a 2 problèmes de la sleeve à long terme. Le premier problème, c'est le problème du reflux. Vous voyez, après on a un petit manchon gastrique, petit à petit malheureusement on commence à manger plus, il y a plus de pression, on peut avoir de reflux. Ces reflux, ce n'est pas trop bien détaillé, même pas dans la littérature. On ne sait pas trop bien. Il y a des patients qui avaient avant des reflux qu'on expliquait avec l'obésité, qui avaient plus de pression sur l'estomac, donc ça a créé le risque d'avoir de reflux. Maintenant, quand on perd de poids, souvent on n'a plus de reflux. Mais il y a des patients aussi qui n'avaient pas de reflux avant, mais qui ont des reflux en post-opératoire qu'on ne comprend pas vraiment trop. Est-ce que c'est vraiment lié à l'opération? Moi, je conseille toujours aux patients, il faut voir les aliments qui donnent le reflux le plus important, essayer de le diminuer le maximum possible. Après, il faut prendre des injections, qu'on peut aller une fois le soir, on peut monter les doses. Mais ça reste un problème assez important pour la sleeve à long terme. Deuxième problème, c'est un peu général pour toute la chirurgie bariatrique, mais maintenant c'est encore plus souvent, c'est la reprise du poids. Quand on parle de la reprise du poids, il y a souvent qu'on dit avec sleeve, il y a plus de patients qui prennent du poids. C'est un peu normalement parce que statistiquement, il y a plus de patients opérés d'une sleeve. Donc c'est sûr que le nombre de patients qui reprennent du poids avec le sleeve, ça va être plus. L'utilisation d'une injection, il n'y a pas de conséquences sur la santé. Après, il ne faut pas le prendre comme d'habitude. Moi, je dis toujours aux patients qu'au bout de 3 mois, une fois qu'on a vu les aliments, qu'on a corrigé au niveau de l'alimentation, on peut faire des essais pour arrêter ce traitement, qu'il ne faut pas le prendre à long terme. Il y a quelques patients qui, malgré la prise d'injection, le reflux reste et on est peut-être obligé à faire une intervention supplémentaire, de faire le bypass derrière.